Bien, eh bien, bonjour mes amis. On va démarrer. L'expérience a montré que tout le monde arrive à la dernière seconde, c'est ce qui est en train de se passer. Je démarre parce que nous avons un programme aujourd'hui qui est assez lourd, hein, qui est assez technique. Et donc, nous allons nous consacrer donc au sujet de la programmation objet avec un certain nombre de digressions vers des sujets aujourd'hui, où va la programmation, etc. Donc, je vais vous donner mon point de vue hein, sur un certain nombre de choses qui est, on va dire, qui est non pas validé, mais en tout cas qui est justifié peut-être par l'expérience que j'en ai. Euh, nous sommes véritablement à un changement très profond hein, dans le monde de la programmation. Donc, on va attaquer tout de suite, si vous le voulez bien. Donc, on va partager mon écran et voilà. Très bien. Donc, les fameux concepts, donc les concepts de programmation objet. Bien. Alors, quel est le programme que nous allons suivre D'abord, je viens de vous le dire, c'est le grand schisme de la programmation. Le schisme au sens religieux du terme, la séparation entre deux religions. Ici, c'est la séparation entre, on va dire, une programmation assez professionnelle, même très professionnelle, et puis une autre qui l'est un petit peu moins, encore que ce n'est pas péjoratif. Ce que je dis là, je ne suis pas en train de dénigrer certains programmeurs. Cela dit, je pense que quand même l'objet est une affaire de professionnel, au sens tout au moins où on l'entend maintenant, et je vais rappeler ce qu'est un langage objet. On va un petit peu se souvenir de d'où on vient. Il ne faut pas oublier que l'objet remonte à 1969 et que le premier langage, c'était Smalltalk, qui donc 1969, c'est-à-dire, hein, si on compte bien, 51 ans. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, c'est qu'en fait les deux filières de programmation objet, Smalltalk 1969 au parc de Xerox, et d'un autre côté 1900, on va dire 64, avec l'arrivée du premier véritable langage impératif qui a été COBOL, inventé donc par une responsable donc, de l'armée américaine, toute bien extrêmement connue. Bien. Donc les deux, en fait, sont assez, on va dire, assez contemporains. Hein. Il n'y a pas un qui est nouveau par rapport à l'autre. Mais le problème, c'est que on va dire, les concepts que l'on a introduits avec la programmation objet étaient quand même très différents et que les gens s'y sont mis avec plus de difficultés. Bien. Les concepts donc, qui ne sont pas toujours compris de mon point de vue, y compris d'ailleurs les nouveaux d'aujourd'hui, hein, des concepts donc et à mon sens, d'ailleurs, je ferai une remarque qui est sur la formation donc, des langages objets. Alors, on constate un point sur lequel je ne m'étendrai pas trop parce que ça ne concerne pas tellement donc, les langages eux-mêmes, mais c'est quand même un petit peu la conséquence, tout ça, c'est lié au fait que de plus en plus de choses qui étaient auparavant donc programmées dans la logique du code est maintenant prise en charge par l'environnement, l'environnement au sens large, c'est-à-dire un serveur d'application, un runtime, comme on a eu l'occasion de l'expliquer il y a quelques temps. Donc c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. L'environnement se chargeant et se débrouillant pour trouver donc un certain nombre d'éléments qui intéressent donc le langage, le programme. Alors, les impératifs modernes maintenant qui sont imposés donc, au codage objet, c'est quoi? C'est évidemment la sécurité, les problèmes de performance, la lisibilité, on va dire, la maintenabilité du code que l'on écrit. Ça, maintenant, on ne peut pas se le permettre. J'ajouterai d'ailleurs quelque chose sur lequel on viendra également, c'est le fait qu'il faut que ce code soit le plus portable possible. On fait du cross-platform en ayant, à la mesure du possible, à ne pas réécrire la totalité du code que l'on a déjà écrit. Un point qui me paraît essentiel, c'est, en tout cas, qui fait partie donc des grands dogmes de la programmation objet d'aujourd'hui, c'est la lisibilité et l'esthétisme du code. On essaie, dans la mesure du possible, de ne pas laisser la bride sur le cou à des gens qui en profitent un peu trop pour complexifier non pas leur algorithme, mais leur manière
de traiter donc un algorithme. Alors ça, on y viendra, hein, et il y a un langage qui est quand même assez emblématique aujourd'hui, qui est Python, puisque Python, l'indentation de Python, vous n'avez plus d'accolade, et donc c'est une manière d'aérer, respirer le code. C'est vrai que Python, la lisibilité, c'est l'un des critères qui est le plus souvent donc, mis en évidence pour ce langage. On va parler de la structure des données, parce que bien évidemment, les internes d'un langage sont très liés au fait que l'on peut manipuler des données qui maintenant ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Java des types primitifs, hein, les fameux 8 types primitifs, ça va beaucoup plus loin. On rappellera quand même une notion que l'on retrouve assez souvent maintenant, ce qu'on appelle les fonctions plutôt que des objets de première classe. On parlera là encore d'éléments très importants que sont le typage, aujourd'hui statique ou dynamique, typage étant statique ou dynamique selon qu'il est traité dans le code par on va dire quelque chose d'explicite par rapport à un compilateur qui va détecter quel est le type des éléments qu'il manipule. On parlera également de quelque chose qui a fait beaucoup parler de lui, c'est l'héritage. L'héritage, considéré comme un élément fondamental donc, de la programmation objet, le fait qu'une classe puisse hériter d'une autre classe. Le problème de l'héritage multiple, est-ce qu'une classe peut hériter de plusieurs autres classes? Ça peut poser des problèmes et on verra que parmi les artefacts nouveaux que l'on trouve aujourd'hui dans le codage objet, eh bien, on trouve, on va dire, de plus en plus de choses qui permettent de simuler, au fond, une espèce de codage, d'héritage multiple. Bien. On évoquera donc rapidement les annotations, les compositions, les agrégations qui font, surtout agrégations et compositions qui font partie donc du paysage. Et puis j'insisterai sur, c'est l'essentiel donc de cette présentation, sur les techniques modernes, alors, qui le sont plus ou moins, hein, plus ou moins. On parlera donc des clausures, ne pas confondre avec le langage clausure, c'est pas la même chose. On va parler des fonctions anonymes, c'est-à-dire les fonctions dont les fonctions lambda d'ailleurs sont dérivées, c'est une façon d'utiliser donc des fonctions anonymes. On parlera un peu de la fonction donc de la syntaxe en losange telle qu'elle est pratiquée en Java. On va parler d'évaluation paresseuse, lazy. L'évaluation paresseuse, qui là encore est une caractéristique intéressante, qui permet d'avoir un code plus efficace, puisqu'on évalue les éléments simplement au moment où on en a véritablement besoin. On va parler des traces, les traits en français, hein, très importants parce qu'on va les retrouver souvent, en particulier justement dans cette simulation donc, de l'héritage multiple. On va parler des strings par exemple, qui sont mis en œuvre dans le langage Célon, dont certains disent qu'ils pourraient un jour remplacer Java. Ce n'est pas encore fait, hein, mais en tout cas, c'est un candidat au remplacement donc, de Java. On peut parler de la programmation modulaire. D'une certaine manière, certains aspects qui ne sont pas directement liés au langage objet, tels que le traitement donc, de blocs d'entrée-sortie très volumineux avec le EDO, etc. Et puis la programmation par aspect, qui encore une fois est intéressante puisqu'elle permet de traiter donc globalement et en une seule fois, donc on va dire une problématique technique ou une problématique métier. Alors d'abord, le grand schisme on va dire le grand schisme de la programmation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a 5 grandes familles de développeurs hein, qui pratiquent dans des langages. Il y a d'abord des langages qui sont proches de la machine. Alors, il y a encore des gens qui font de l'assembleur, hein. Il ne faut pas croire que ça a disparu. Hein. Il y a des gens qui font du C, qui quand même est un langage qui est assez proche de la machine. Mais d'une certaine manière, on trouve d'autres langages très modernes aujourd'hui qui ont un peu cette caractéristique-là. Une première donc famille. La deuxième famille, c'est les programmeurs, ce que l'on va dire, les programmeurs script ou déclaratifs. Les PHP, des langages comme ça. Déclaratif, c'est un peu autre chose. C'est quand on a un langage qui vous permet de décrire ce que vous voulez faire, mais qui ne vous donne pas la manière de le faire. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Quand on écrit du SQL, on ne lit pas exactement la cinématique interne des commandes que vous demandez d'exécuter. Ce n'est pas la même chose. On fait une distinction entre le langage déclaratif et les scripts. Bien sûr, les langages objets, mais je mets là-dedans hein, quand même les langages fonctionnels, parce qu'aujourd'hui, ça devient difficile de faire la distinction de ce qui est fonctionnel dans un langage objet et de ce qui ne l'est pas. Ils sont tous en train maintenant on va dire, de s'habiller
de fonctionnels, tous les langages objets. Hein. Donc, les deux, j'ai préféré les mettre dans la même famille. La quatrième famille, c'est le low-code, auquel je ne crois absolument pas. Pour moi, c'est une escroquerie, parce que la programmation, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un métier qui n'est pas simple. Hein. Et le low-code, c'est normalement la capacité que l'on a d'écrire du code quand on n'est pas un professionnel. Je n'y crois pas du tout. Ça, c'est, à mon avis, un artefact qui est présenté par certains éditeurs pour attirer du monde, mais le résultat, à mon avis, n'est pas très significatif. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les langages, on va dire, proches du métier. Hein, ce qui était, par exemple, COBOL, ou mieux encore, des langages de quatrième génération. Et donc, vous voyez, 5 familles qui ne font pas appel donc, aux mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes populations. Je crois qu'il va y avoir dans le futur une séparation très nette entre des développeurs professionnels, très professionnels, et des développeurs occasionnels. Les développeurs professionnels ne seront pas nécessairement dans les entreprises, je crois d'ailleurs de moins en moins, et les entreprises probablement vont plutôt s'orienter vers, on va dire, la partie cliente, la partie HTML si vous préférez, avec les API qui vont avec, pour se préoccuper plutôt de l'interface utilisateur. Mais le véritable code métier, lui, à mon avis, il restera plutôt chez les professionnels, en tout cas il sera développé par des professionnels. Encore quelques remarques que je voudrais faire et qui me valent régulièrement donc la réprobation de la famille des développeurs à laquelle pourtant j'appartiens. Hein. Ce que je voudrais dire, c'est que la programmation, ce n'est pas une science. Je suis désolé, ce n'est pas une science. La programmation, c'est une technique. On apprend une syntaxe, on apprend à mettre le point-virgule au bon endroit, mais ce n'est pas une science. Par contre, on peut estimer que la conception d'un compilateur, là, ça devient une science. Ce n'est pas du tout la même chose. Je crois que trop de développeurs aujourd'hui, programmeurs, se prennent un peu pour des Einstein, tout ça parce qu'ils manipulent bien, disons, le langage. Mais ce n'est pas une science, de mon point de vue. Je pense que les bonnes pratiques de la programmation, objet ou non d'ailleurs, d'un langage, elles se réfèrent à l'expérience. On sait ou on ne sait pas. Mais le risque est grand de se réfugier derrière l'expérience d'un langage et de la confondre avec la connaissance. L'expérience d'un langage, ça n'a rien à voir avec la connaissance. Il y a vraiment, je vous dis, beaucoup de développeurs ne sont pas d'accord avec moi là-dessus. Je crois qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de se spécialiser sur un langage, par exemple comme Java ou un autre, que d'essayer de prendre du recul. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. J'essaie de me placer un cran au-dessus, de regarder un peu les langages qu'il y a en dessous, de manière à me faire une opinion sur, on va dire, sur la programmation objet, donc en général. Et ça, c'est pas très évident. Alors ça, c'est un sujet très sensible qui divise donc la communauté, qui font, les développeurs ont un peu trop tendance à ramener donc la couverture à eux. La programmation, comme on le dit dans notre développement agile, c'est quand même un travail d'équipe. Et encore une fois, ce n'est pas une science. Bon. Alors, en matière de programmation, hein, ce que je montre ici simplement rapidement, on ne va pas insister là-dessus, il y a à peu près une centaine de familles, on va dire, de catégories de programmation, parmi lesquelles on va trouver évidemment donc, la programmation objet. Alors, vous avez la programmation pilotée par les événements, la programmation générique, la programmation donc, par contrainte, la programmation dynamique, la programmation relative, la programmation concurrente. Il y a toute une série, donc, on va dire, de contextes de programmation qui se mélangent plus ou moins et que l'on, bien entendu, on ne peut pas connaître en totalité. Hein. Mais il y en a véritablement énormément. On ne sait d'ailleurs pas combien il y a de langages aujourd'hui. Il y en a plusieurs milliers aujourd'hui dans les universités. On a des gens qui sont capables d'écrire des compilateurs qui ne vont pas forcément déboucher sur un usage industriel, mais il y en a énormément. Donc déjà un monde extrêmement donc, diversifié. Alors déjà, je voudrais dire un mot sur, on va dire, une tendance qui va toucher également la programmation objet, mais qui n'est pas encore une réalité aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la programmation réactive, c'est-à-dire, donc, à mon avis, c'est l'un des exemples de ce qui pourrait nous arriver. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, ce que je voudrais, c'est un petit peu donner un petit exemple. Alors, en programmation, il y a deux natures de systèmes.
selon donc que les éléments qui les constituent sont indépendants ou non. Par exemple, si je prends le cas d'une affectation de type A égale B plus C, ça c'est le BABA. Avec un langage normal, la valeur de A est calculée à chaque fois que le déroulé du programme tombe sur cette affectation. Et si la valeur de B ou de C change, parce que c'est une donnée externe par exemple, il faudra que le déroulé ait la chance de retomber sur cette affectation ou sur une autre pour reporter dans A la valeur modifiée. En programmation réactive, on ne fonctionne pas comme ça. C'est automatique. Et le code tient compte des relations entre les données et reporte sur les variables les changements intervenus sur d'autres valeurs avec lesquelles ils seraient reliés. Car c'est souvent ce qui se passe. C'est qu'en fait, les données, elles sont liées les unes les autres, bien souvent. Et donc, le fait de générer, on va dire, une transitivité dans l'évolution de ces variables, c'est quelque chose de tout à fait, à mon sens, logique. Voyez, en réactif, en programmation réactive, le compilateur, le runtime, on va dire l'environnement, hein, il constate que dans le code, il y a une assignation de type A égale B plus C, et il constate que si jamais B ou C évolue, ben, ils font la mise à jour eux-mêmes. Et donc, c'est le compilateur donc, dans le langage. Et sans avoir besoin d'une assignation professionnelle supplémentaire explicite. Alors, les fondements de la programmation réactive. Alors, je viens de vous le dire, ils s'intéressent donc aux variables évolutives dans le temps. À tout moment, elles doivent être justes et pas qu'il y ait de décalage. Ce fameux décalage qui peut être extrêmement nuisible. Elles doivent être justes et référer et refléter donc la réalité donc, du processus qui est simulé. Quand une variable change de valeur, il faut qu'elle émette un message ou qu'elle génère un événement qui doit informer les variables dépendantes et les réactualiser. Un système réactif suit les dépendances entre les variables, directes ou indirectes, et si une nouvelle dépendance apparaît, eh bien, il doit l'intégrer dans le process de mise à jour automatique. Et il va construire pour ça ce que l'on va appeler un graphe des dépendances. Et croyez-moi, ça va sacrément nous aider, parce que ces problèmes de dépendance, d'effets de bord, de variables internes, de variables externes au processus que vous traitez, ça nous pourrit la vie. Donc c'est vrai que la programmation réactive est quelque chose qui se paraît assez cohérent. Donc mon système réactif doit être capable de propager donc, ces dépendances avec, il y a deux méthodes. Soit c'est la variable qui a été modifiée qui avertit les autres, on dit que c'est du push, soit chacune des variables dépendantes se charge d'interroger la variable d'origine pour savoir si elle a changé ou non. On appellera ça du pull. Vous voyez bien que c'est moins intéressant. Il peut aussi y avoir un mode mixte qui va exploiter les deux pratiques. Alors, la programmation réactive n'est pas encore rentrée de plein pied, on va dire, dans la programmation objet ou les autres, hein, mais il existe quand même déjà quelques projets intéressants. Je pense, ici je vous l'ai indiqué, RAID, EMFRP, RCKET, Rocket. Voilà, Rocket. Donc c'est quelque chose qui va vous arriver et qui, à mon avis, va nous faciliter la vie. Alors, bien entendu, on ne peut pas parler de programmation objet sans au moins rappeler ce que c'est. Le problème, c'est que personne n'est d'accord. Moi, je vais vous dire, hein, honnêtement, on appelle ça ce que l'on voudra. Moi, je m'en moque régulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on applique les bons principes et d'une manière intelligente. Alors, il y a beaucoup, bien sûr, de définitions. Ce que je trouve un peu agaçant, c'est ce que je pourrais appeler de l'ayatolisme. J'ai raison, tout le monde a tort. Bon, ça va bien. On connaît un personnage aujourd'hui qui fait un peu ça. Pour mes amis canadiens qui est de l'autre côté de la frontière, mais je ne donnerai pas son nom, bien évidemment. Il ne faut pas faire preuve d'ayatolisme. Il ne faut pas faire preuve de ce qu'on a connu. Vous voyez, j'ai une illustration ici de l'affaire Hernani, donc de Victor Hugo, qui a sorti une nouvelle pièce. Ça a été, lorsqu'elle a été présentée pour la première fois, tout le monde dans la salle s'y était tripé, s'est tapé dessus. Pas exagéré, on parle quand même d'une pièce de théâtre. Alors là, on ne va pas rentrer non plus dans cette polémique permanente et agaçante de savoir si tel langage est objet ou non. Bon, à mon avis, ça n'apporte pas grand-chose. Alors, par contre, on peut donner une espèce d'idée générale. Moi, ce que je pense, c'est que la programmation objet, elle est fondée sur la notion de classe. Alors, vraiment, la notion de classe qui devient maintenant très élargie. On applique à des fonctions
on va dire, des mêmes techniques que l'on appliquait auparavant sur des classes. Quand on regarde dans Python, les fonctions que vous avez dans Python, ben, ça ressemble beaucoup, c'est un langage objet. Donc c'est un peu compliqué maintenant de faire la distinction entre les deux. Bien. Alors, donc, le concept de classe qui correspond en fait à un traitement. Un traitement, c'est une description statique d'un traitement. On instancie, vous connaissez ça par cœur, hein, on instancie donc une classe, ça devient un objet, une réalité. On dit qu'on est passé d'une description théorique d'un contexte, d'un métier, d'un élément de métier à quelque chose de concret. C'est une voiture qui est devenue une Ford ou une Toyota. Bien. C'est donc la concrétisation d'une forme générique qui est la classe. Moi, j'aime bien associer donc trois caractéristiques essentielles, ce qui me semble décrire assez bien un langage orienté objet. C'est d'abord l'encapsulage. On communique, lorsqu'un objet a été créé, donc instancié en mémoire, on ne peut communiquer avec lui que s'il y a des moyens pour communiquer, des portes d'entrée. Ce sont des méthodes qui seront publiques, privées, entre autres, sans qu'on ait besoin de connaître la cinématique interne des traitements. On est vraiment en mode boîte noire. Ça, l'encapsulage est très intéressant, bien entendu, du point de vue de la sécurité. L'héritage, une classe peut hériter d'une autre classe. Vous voyez, donc, les méthodes et les propriétés de la classe mère seront récupérées, globalement ou pas, là encore, ça va dépendre des langages, dans une classe fille. Bien. Donc c'est un point, l'héritage sur lequel les théoriciens, on va dire, s'accrochent à peu près depuis 50 ans, ils ne sont jamais d'accord. Pour beaucoup, l'héritage, c'est le sésame, au Graal merveilleux donc, du monde objet, si l'on veut. Le polymorphisme, ça correspond au fait qu'une classe, qui dans certains cas prend un nom un peu différent, ça peut s'appeler une interface, par exemple avec Java, eh bien, prend un habillage différent selon le contexte dans lequel elle est implémentée. Je parle, mettons, d'une interface, je vais l'implémenter, j'obtiens une classe qui sera différente selon les contextes. Alors ça, on va dire, c'est un comportement générique qui va s'adapter au contexte donc d'usage. Bien. Ça, le polymorphisme est quelque chose donc d'essentiel. Bien. Historiquement, bon, je vous l'ai dit, que Simula était considéré comme le véritable langage orienté objet, mais véritablement utilisé, à l'exception, bien sûr, de Smalltalk, de nos amis Adel Goldberg et Alan Kay. Alors, maintenant, à mon avis, on ne perdra rien à se souvenir de deux autres notions que l'on associe souvent à ces trois éléments fondamentaux de l'objet, que sont donc la composition et puis l'agrégation. Bien. La composition, c'est une relation de type fait partie de. Si un objet fait partie d'un objet A, alors B ne peut pas exister sans A. On dit que c'est une appartenance forte. L'agrégé ne peut participer qu'à un seul agrégat. Bien, dans ce cas-là, le losange, il est côté agrégé, c'est un petit losange qui est vide. L'agrégation est une relation de type A1. C'est-à-dire, si un objet A contient un objet B, alors B peut vivre sans A. On dit que c'est une appartenance qui est faible. L'agrégé peut participer à d'autres agrégats. En fait, c'est ça la différence. Agrégation-composition, c'est le fait qu'un agrégé participera ou non à plusieurs agrégats. Dans le cas de la composition, donc on aura ici un losange qui sera un losange plein, mais cette fois-ci, et non pas vide, côté agrégat. Bon, on n'est pas très avancé en disant ça, mais en fait, c'est ça la réalité. Alors maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'en objet, je trouve, mais peut-être que j'ai un peu tort, je trouve que les concepts ne sont pas très bien compris. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas bien compris, c'est que la formation n'est pas toujours bonne. On fait une erreur, à mon avis, stratégique énorme, ça c'est de la faute des universités et des écoles. On apprend l'objet en apprenant Java ou C#. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si vraiment vous voulez être à l'aise avec les concepts qui sont véhiculés en objet, il faut apprendre le langage dans sa généricité. C'est-à-dire, il faut apprendre les concepts. Alors, par exemple, ce que c'est qu'un polymorphisme, je viens de le dire. Le fait, par exemple, de passer par les références objets. Il y a beaucoup de langages, à commencer par Java, ont la capacité de fonctionner soit comme un langage procédural de type C, soit comme un langage objet. Mais dans un langage objet,
il faut travailler avec des références objets. Et ça, c'est souvent, on ne le fait pas parce qu'on ne l'a pas nécessairement appris. Donc, je crois que c'est une erreur. Et je ne pense pas non plus que le fait de passer par des références complexifie le code. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ça permet d'avoir un code qui est plus clair, en tout cas beaucoup plus facile à maintenir. Mais ça, on ne le fait pas toujours. L'héritage, donc, est à manier avec précaution. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser l'héritage, qui vous font des cordes à nœuds. Héritage, 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 héritage. Le jour où vous avez un problème, ça se passe où? Puisque vous récupérez les méthodes et les propriétés des classes précédentes. La composition, on vient d'en parler, l'encapsulation également, l'agrégation, et je vous dis, pensez à l'esthétisme du code. Alors, bon, moi je suis très attaché à cet esthétisme, et je dois reconnaître que les développeurs avec qui je travaille encore aujourd'hui et ceux avec qui j'ai pu travailler ne sont pas nécessairement convaincus par mes arguments. Ils ont plutôt tendance à dire oui, ben lui, au Moyen-Âge, quand il travaillait, il fonctionnait comme ça, mais maintenant, c'est plus comme ça. Ben, je crois qu'ils ont tort. C'est ce qu'on appelle une forme de fascisme. Je veux bien discuter, mais c'est moi qui ai raison. Bon. Bien, donc des concepts pas toujours bien compris. Alors, les grandes évolutions de l'objet, maintenant, ça c'est vraiment essentiel. Essentiel. D'abord, bouillonnement permanent, c'est vrai, mais pas de remise en cause fondamentale, sauf sur l'apport du fonctionnel. Mais par contre, on a des évolutions structurelles, sémantiques et d'usage, ça c'est vrai. On a toujours le même, on va dire, la même découpe habituelle entre l'impératif et l'objet, je l'avais dit, mais aussi entre PHP ou JavaScript et l'objet. Or, aujourd'hui, bien malin qui pourrait nous dire si véritablement il y a une différence fondamentale entre JavaScript et un langage objet. Après tout, il y a des notions dedans qui sont exactement celles des langages objets. Alors jusqu'où faut-il aller pour avoir l'imprimature objet? Ça, c'est la grande question. Et c'est là-dessus on n'est pas d'accord. Moi, ça ne me gêne absolument pas de dire que JavaScript est un langage objet de la même manière que PHP 7.3 maintenant est un langage orienté objet. Alors une tendance forte, on l'a dit, c'est le transfert de responsabilité donc, du langage vers son environnement. On l'avait évoqué dès le départ. L'apport du fonctionnel est essentiel aujourd'hui dans l'objet. Des notions que j'ai eu l'occasion de présenter lors d'un webinaire précédent, c'est-à-dire la composabilité, l'expressivité, ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur, les fonctions pures qui sont essentielles et qui n'ont donc pas d'effet de bord, la purification du nom de Curry, donc, qui était un développeur extrêmement connu américain. L'idée, c'était de remplacer une fonction qui porte sur n arguments par n fonctions portant sur un seul argument. On verra également, on va dire, la transparence référentielle, c'est-à-dire le fait qu'un même code doit pouvoir s'exécuter, quel que soit son environnement, de la même manière et donner donc les mêmes résultats. Et également l'immutabilité qui ressemble un petit peu. Très gros progrès constatés sur les langages objets en matière de traitement de la concurrence. L'objectif commun que recherchent en tout cas tous les promoteurs de ces langages, c'est la simplicité d'écriture et la compréhension. Il y a des gens derrière nous. C'est l'éloignement également vis-à-vis des contraintes matérielles et logicielles donc, des plateformes. Le cross-platform, je l'ai dit, donc, est devenu donc, la norme aujourd'hui, c'est devenu la règle. Alors, maintenant, je l'ai dit plusieurs fois, il devient difficile de distinguer donc l'appartenance des langages à une chapelle, comme on le faisait auparavant. On disait que PHP était un langage script, très bien, voilà, un générateur de HTML côté serveur. Voilà, je veux bien, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins simple, et donc on va éviter les fameuses batailles d'Hernani qui continuent d'occuper les architectes, tout au moins ceux qui n'ont pas grand-chose à faire. C'est l'extension de la structure des données, ça je vous l'avais dit dans le sommaire. On va voir le catalogue de bonnes techniques plus ou moins impliquées dans les langages. Alors c'est vrai que quand on a vu arriver Swift, par exemple, d'Apple, qui remplaçait Objective-C, on s'est aperçu qu'il y avait tout ce qui était intéressant de nouveau dedans. Go, langage de Golang de Google, qui va prochainement disposer donc des fameux génériques dans quelques mois qui sont très attendus par les développeurs. Tout ça, ça évolue. Ce que vous trouvez dans un langage, finalement, vous avez de grandes chances de le trouver dans les autres. D'où l'importance d'avoir une approche sur ces langages objets qui soit suffisamment haute et pas limitée à un langage donné. Ça, c'est une erreur tragique. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Alors aujourd'hui, la spécialisation des développeurs, c'est la règle. On fait même une distinction entre du C# et du Java,
je trouve absolument ridicule, parce que, après tout, c'est un peu les mêmes idées, même si bon, les noms des méthodes, les noms des classes ne sont pas les mêmes, mais au fond, vous savez, quand même, ça se ressemble. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne pratique de faire passer les uns dans les autres. Bien. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que la préoccupation des développeurs n'est plus tellement dans la syntaxe du langage, mais plutôt dans les API environnants, donc les frameworks, ce qui, c'est vrai, peut tout à fait se comprendre. Alors d'abord, si vous voulez bien, parmi les grandes nouveautés du moment, c'est l'esthétisme du code. Alors, j'aime beaucoup l'expression de Dijkstra, hein, S-G Dijkstra, celui-là, il a un nom pas facile. Il a écrit, bon, très connu dans ce monde, il a dit voilà, la chose suivante: comment convaincre les gens que la simplicité et la clarté du code, ce que les mathématiciens appellent l'élégance, j'apprécie beaucoup, ne sont pas un luxe, mais une nécessité cruciale qui fait la différence entre succès et dysfonctionnement. Bon, vous savez, lorsque Dijkstra dit quelque chose, en général, on l'écoute. Hein. Et donc, je trouve ça très intéressant, c'est vrai. En tout cas, je crois que c'est un sujet qui est vaste, c'est vrai, mais qui prend de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, un code qui est beau à regarder, bien sûr, ça peut paraître ridicule, est plus facile à comprendre et va fonctionner mieux en production et va nécessiter moins d'efforts collectifs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois lors de webinaires précédents, mais c'est vrai. Et donc, ça fait partie de la qualité. Le code doit être facile à lire, comprendre et donc à modifier. La simplicité algorithmique et d'écriture sont évidemment un complément à l'esthétisme du code. Si vous avez quelque chose dans lequel vous avez du calcul tensoriel de machine learning, déjà, ça ne va pas être évident à mettre en œuvre. Hein. Alors, bon, après, l'esthétisme, peut-être qu'on le verra un peu plus loin. Mais disons que c'est un complément. On va dire l'algorithmique, la simplicité elle-même de l'algorithmique sera un complément. Éternelle opposition donc entre les tenants de la clarté du codage et de sa complexité qui rassure. J'ai vu beaucoup de développeurs qui disaient que plus c'était compliqué, donc plus c'était difficile à faire, donc plus eux étaient valorisés. C'est l'inverse. Il faut avoir du code qui soit simple, facile à comprendre. Et c'est ça tout le génie d'un développeur. Et c'est ça qu'il faut apprendre, plutôt que d'apprendre la syntaxe vitale donc de Java. C'est ça qu'il faut apprendre. Bon. Alors, l'indentation, par exemple, l'indentation donc, du code, avec les tabulations. Bon, il y a beaucoup de méthodes qui ont été suggérées. La première, elle remonte à Ritchie et Thompson, hein, qui étaient donc les créateurs d'Unix. L'accolade commence d'une fonction commande à la ligne suivante. Puis il y en a d'autres. Hein. Il y a celle de GNU, il y en a énormément. On vous dit comment vous devez disposer les choses. Quant à Python, Python, il n'y a plus d'accolade. Donc, mais par contre, l'indentation est automatique. Et donc, elle est vitale. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que Python est facile à utiliser, facile à lire. Bon. Quelques principes, à mon avis, d'écriture claire qui permettent donc d'améliorer la lisibilité. Par exemple, c'est le principe de la responsabilité unique. Un bloc de code ne fait qu'une seule chose, si c'est possible. Et il doit bien le faire, cette chose. Et il faut penser le code en termes de responsabilité. Je trouve ça très bien. C'est également la séparation des commandes et des queries. Donc, c'est-à-dire des commandes qui font une action et des queries qui répondent à une question. Ça permet en particulier d'éviter les effets de bord. Pensez à la cohésion également donc, des éléments d'un programme. La cohésion, plutôt que de répéter le code à l'infini, mais attention donc, à la dépendance. Pensez à ça, faites passer à ça. Il faut, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme d'élégance, il faut donc penser à cette notion d'élégance. Une belle démonstration mathématique étant sur 2 pages, étant toujours préférable à une démonstration besogneuse qui fera peut-être la même chose, mais en 25 pages. Donc c'est bien la même idée. Alors maintenant, si on regarde donc ce qui concourt aujourd'hui dans la programmation objet et qui permet d'améliorer donc ce genre de choses, c'est la modélisation. Alors, je vous donne ici un exemple de modélisation qui porte sur les données. Et ce que disait Albert Einstein, il disait que si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous n'avez rien compris. Et c'est vrai. Quand vous interrogez un développeur pour lui dire bon, comment tu as fait ton truc, et s'il s'embarque dans des divergences, vous voyez, c'est qu'il n'a pas compris lui-même ce qu'il a fait. Et donc c'est important. Et je crois qu'il faut passer pour ça par la modélisation.
Là encore, vous ne l'apprenez pas en apprenant, en travaillant sur un langage, mais ça me paraît quelque chose d'essentiel. Donc il faut utiliser à la fois la modélisation pour les données. Et je remarque quand même actuellement une montée en puissance, ou plutôt un retour très fort vers les outils de modélisation, bon, qu'on appelle les modeleurs, ou les langages formels en mathématiques. Donc, ils vont traiter donc, la modélisation des données qui n'a rien à voir avec la modélisation donc, des bases de données. À la limite, la modélisation des bases, ce n'est pas tellement notre problème. Oui, l'idée de base, c'est que toute modification sur les données doit entraîner un nouveau modèle conceptuel qui va générer un nouveau schéma logique sans qu'on ait à le faire nous-mêmes. En fait, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait comme ça. Alors, les grandes évolutions maintenant, donc, les grandes évolutions dans le codage. Donc, alors, il y a une chose qu'il faut connaître maintenant, c'est ce qu'on appelle une fonction donc, de première classe, parce qu'on va la trouver relativement souvent, et particulièrement dans la programmation fonctionnelle. Alors, on dit qu'une fonction est de première classe quand on peut la traiter comme n'importe quelle variable. Un entier, une chaîne de caractères, on dit qu'elle a le même statut. Elle peut être transmise en tant qu'argument à d'autres fonctions, elle peut être retournée par une autre fonction et affectée en tant que valeur à une variable. Vous voyez ici, je parle de fonction alors qu'on est dans un monde d'objets, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez compliqué maintenant de faire la distinction. On peut donc agir dessus de la même manière que sur une variable classique. Ça, les exemples que j'ai montrés ici, on peut en donner un par exemple, on peut la nommer, la typer et l'affecter. Par exemple, la fonction sinus, trigonométrique, fonction mathématique sinus, eh bien, oui, on peut l'affecter à une variable. Oui, on peut la définir et la créer là-dedans, on peut la passer en argument, ça peut être le résultat d'une fonction elle-même, et on peut la stocker dans une structure de données quelconque. Par exemple, pour faire une structure ici, vous avez un tableau, un array, et donc avec le log, sinus, logarithme, sinus, cosinus et tangent. Ça, ce sont des fonctions de première classe, et on va souvent retrouver donc cette idée-là, ce principe donc, dans l'explication de ce que sont les artefacts nouveaux de programmation. Alors d'abord, parmi les choses importantes que l'on a maintenant, c'est le problème du typage de données. Alors le typage de données, donc, on fait une distinction entre le typage statique essentiellement et le typage dynamique. En typage statique, le mode statique, en tout cas, il est considéré comme la meilleure protection sécuritaire aujourd'hui du concept. Mais on peut être aussi agacé par l'étroitesse du concept et le transtypage explicite qu'il est obligé de faire. On a un flottant, on a un entier qui est égal à un flottant, mais flottant et entier, ce n'est pas pareil. Donc, il faut bien qu'il y ait un transtypage explicite entre les deux. Je pense qu'il faut traiter ce typage avec plus de hauteur, voire éventuellement le déléguer au compilateur, et c'est là où on parlera donc on va dire, de typage dynamique. Ça peut être intéressant parce que ça permettra de proposer finalement un code qui sera donc plus aéré, plus esthétique, peut-être moins sûr, encore que ça se discute ça. Alors, l'inférence de type, c'est une disposition sur laquelle je reviendrai plus loin et qui permet à un compilateur de déterminer le type d'une variable ou d'une expression sans se référer donc à un typage statique. On dit qu'il devine son type, on dit qu'il infère. On pourra parler également d'union, ce qu'on va trouver parmi les langages aujourd'hui, union et intersection donc de type. Par exemple, dans Ceylon, langage de Gavin King, vous avez plusieurs dispositions qui touchent au typage, union et intersection. L'union permet de manipuler une donnée en sachant seulement que son type fait partie d'une liste, mais sans savoir exactement de quoi il s'agit, quel type il s'agit. L'intersection est un peu plus restrictive parce que la référence doit satisfaire à tous les types mentionnés dans la liste, c'est le « et » contre le « ou ». Voyez, on pourrait ajouter, si vous voulez, aux spécificités donc, de Ceylon, les types de covariance, les types covariance et de contravariance. Mais alors, ceux qui ont fait des mathématiques, et en particulier qui ont fait du calcul tensoriel, ça doit leur rappeler des vraiment très mauvais souvenirs. Et il se dit, petite parenthèse, que le grand Albert Einstein ne comprenait rien au calcul tensoriel et c'était un dénommé Lorentz qui lui faisait ses calculs. C'est en tout cas ce que dit la légende. Donc, le typage des données. La structure des données, maintenant, qui intervient beaucoup aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, on manipulait des entiers, des flottants, des chaînes de caractères, enfin bon, du booléen, des choses comme ça. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, avec les langages modernes, on manipule
des structures très différentes, hein, qui peuvent être finies, ça peut être des tableaux, ça peut être des vecteurs, ça peut être des descriptions récursives. Il y a au moins un élément donc, dans la structure qui comporte un pointeur vers une autre structure du même type, hein, les listes et les graphes. On peut aussi les distinguer, ces structures, selon qu'elles sont séquentielles. Les éléments sont rangés d'une certaine manière, comme les listes et les tableaux. Il peut s'agir donc de tables, de symboles. Vous voyez, ça peut être bon, énormément de choses. Hein, vous voyez, donc d'autres formes comme les ensembles, les bagues ou les graphes. Alors vous trouvez par exemple ce genre d'évolution dans des langages très modernes. Par exemple, dans Swift, donc de Apple, et dans Python. Alors un dictionnaire au sens de Python et de Swift, ça sera donc une association d'éléments de type clé-valeur. Hein, comme une base de données clé-valeur. La clé sert d'index pour retrouver une valeur. L'avantage, c'est que l'on peut retrouver très rapidement une correspondance, même et surtout avec des dictionnaires volumineux. Donc ça fait partie du langage. Une énumération au sens Swift, hein, on trouve de tout dans Swift aujourd'hui, eh bien, mais aussi également dans Ada, hein, dans le langage C++, dans C#, dans Java, c'est une entité désignée par un nom unique qui comporte un certain nombre de valeurs qui, selon les implémentations du concept, seront toutes du même type ou non. Vous voyez, donc, alors, vous comprenez bien, moi j'ai une heure pour présenter le sujet, hein, donc après ça, il va falloir piocher pour bien comprendre, sans trop vous casser la tête d'apprendre un langage plutôt qu'un autre. Ce qu'on va appeler donc l'inférence de type, ça ce sont des choses qu'on retrouve maintenant. Alors ça existe depuis longtemps, c'est vrai, mais aujourd'hui, surtout on s'en sert, c'est une disposition donc, qui permet à un compilateur de déterminer le type d'une variable ou d'une expression, hein, sans se référer donc au typage statique, ce que je disais tout à l'heure. On dit qu'il l'infère. Alors, il y a un grand nombre de techniques selon les langages qui aboutissent au même résultat. Vous trouvez donc Prolog, C#, F#, donc vous avez Microsoft, vous avez donc Java, Swift, Go, hein, Scala, langage fonctionnel, Groovy, C++, etc. Donc il y en a énormément donc, qui utilisent l'inférence de type. À ne pas confondre avec le typage dynamique. Le typage dynamique, lui, il se dénoue à l'exécution. Il est généralement, c'est vrai, très apprécié des développeurs, alors que on va dire l'inférence de type, ça c'est tout à fait autre chose. Ne pas confondre surtout avec le typage dynamique. Bon. Alors, vous avez ici un exemple, hein, je vous ai mis un exemple en C# avec trois variables, une variable Lance Armstrong, grand P devant le créateur, l'âge, et puis une variable booléenne. Et donc, on voit ici que dans ce code, nulle part on a intégré le type des variables, et c'est le compilateur qui va le déduire du contexte lorsque c'est possible. Ça, c'est l'inférence de type. Un autre concept intéressant, c'est le concept duck typing. Le principe donc, du duck typing, ça fait référence à une phrase d'un dénommé James Riley, qui disait « Si je vois un oiseau qui vole comme un canard, cancane comme un canard, et nage comme un canard, et là je dis que c'est un oiseau, c'est un canard. » Très bien. Ça fonctionne dans Ruby, dans Python, dans Java, dans JavaScript, dans C#. Alors, transposer en programmation, le duck typing, c'est quoi? Ça s'applique à l'ensemble des méthodes et donc les attributs qui permettent de caractériser un type. Alors, le compilateur va donc détecter le type à partir de ces informations sans avoir besoin de précision supplémentaire. Par exemple, un objet qui vient d'une classe A peut être considéré comme un objet issu d'une classe B sans qu'il y ait de relation d'héritage entre les deux, à une condition, c'est que les attributs et méthodes de B soient également présents dans A. Alors, le duck typing, ça se rapproche d'autres notions qui sont appliquées dans d'autres langages, le typage structurel, par exemple, que vous avez dans OCaml, dans Haskell ou dans ML, dans lesquels deux objets sont dits compatibles si leurs types ont une structure identique. Constat qu'ils ne se fondent pas sur des déclarations explicites. Donc, on est exactement dans le thème que nous décrivons. Bien, le pseudocode qui est ici donc, illustre ce principe et quand vous l'exécuterez, vous verrez, eh bien, vous obtenez 9 et puis vous avez une liste. Le compilateur ici, c'est simplement assurer que les objets A et B disposaient bien des méthodes plus et multipliés. Duck typing, donc le canard. Bien, héritage simple ou multiple maintenant. Alors ça, c'est un sujet vraiment très très important. Bon, qui, je vous dis, est très. L'héritage multiple est très contesté. Je rappelle un petit peu ce qu'était l'héritage multiple. Une classe hérite des propriétés et des méthodes de deux autres classes, ou de plusieurs autres classes.
Et ça peut provoquer ce que l'on voit ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle le diamant de la mort. Le diamant de la mort, si D hérite de B et de C, que B et de C héritent de A, mais que B et C redéfinissent une méthode qu'on retrouve dans B et dans C, D va hériter de quoi? Il ne sait pas. Et donc ça, c'est l'héritage multiple, et donc le danger, c'est le fameux diamant de la mort. Alors, depuis très longtemps, disons, les concepteurs de langage et les compilateurs se sont ingéniés à trouver donc des solutions. Alors, en C++, vous avez donc effectivement l'héritage multiple qui est autorisé, mais comme vous avez le diamant de la mort qui peut se produire, eh bien, on a une notion de concept de classe virtuelle et l'opérateur de résolution de portée qui permet donc de régler ce problème de chemin pour remonter dans l'héritage, un peu lourd et peu pratique, mais on a également ces classes virtuelles, c'est-à-dire que D hérite de B et de C, mais pas de A si celle-ci est déclarée classe virtuelle. Ça, on est dans le monde C++. Quand on est en Java, depuis le langage Java, donc 8, le JDK 8, une interface peut hériter de plusieurs interfaces. Je rappelle l'interface il n'y a pas très longtemps, c'est au fond une classe dans laquelle toutes les méthodes sont vides, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Mais pendant longtemps, c'était comme ça. Et donc, on hérite de plusieurs interfaces qui sont dotées de mêmes méthodes dites défauts, qui sont des méthodes concrètes. Donc, il va devoir choisir explicitement l'interface dont il va récupérer la méthode défaut. Alors, si une classe hérite d'une interface et d'une classe avec la même méthode, et vous voyez, une classe qui hérite d'une interface et d'une classe, eh bien, avec la même méthode, c'est la classe qui va l'emporter. Dans le langage Scala, il n'y a pas d'héritage multiple, il n'y a pas d'interface. Mais une classe peut hériter d'une autre classe et d'autant de traits. Alors, traits que l'on veut, les traits pouvant comporter des propriétés, des méthodes concrètes qui sont censées, on va le voir après, qui sont censées augmenter, on va dire, le périmètre d'usage donc de la classe. Bien. En cas de conflit dans les traits, il faut choisir avec un extens, donc on va décrire le cheminement, et les autres traits sont identifiés par le mot-clé with. En Golang, qui n'est pas un langage orienté objet, attention, mais on a des structures et des interfaces, des structures comme en C, on a des objets, mais pas au sens orienté objet, eh bien, les structures peuvent être étendues par composition et des interfaces. C'est vrai que ça ressemble effectivement donc à ce qu'on va trouver dans un langage orienté objet. Une structure peut être obtenue par composition de plusieurs autres structures, d'où le fait que j'ai pris soin tout à l'heure de rappeler ce qu'était une composition, la notion d'agrégat et donc agrégé. Et donc, c'est un problème finalement dans Go qui est assez proche de celui du diamant. Et puis, vous avez encore une autre manière de traiter le problème, c'est celui du mixing. Mixing, c'est une espèce d'héritage multiple assez restreint. C'est-à-dire qu'une classe peut hériter de plusieurs interfaces. J'ai appris le mot implémenter parce que le implement, c'est le mot-clé que vous avez en Java, à condition qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les noms. Pas d'ambiguïté sur les noms. Donc, un mixing qu'on va retrouver sous des formes qui seront approchées dans le langage Dart de Google, dans Ruby, c'est surtout Ruby qui l'a popularisé, et dans Ceylon maintenant, mais également dans PHP ou dans JavaScript. Donc, vous voyez, héritage multiple, une vieille affaire, on essaye de s'en arranger. L'héritage multiple est souvent à l'origine d'un tas de problèmes que l'on a eu donc, depuis quelques années. Alors, autre, on va dire, concept qui n'est pas très nouveau non plus, mais que l'on retrouve de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle la programmation par aspect. La programmation par aspect, c'est le principe qui permet de séparer un code d'une application d'un certain nombre de traitements. C'est-à-dire qu'on va traiter une fois pour toutes, on va dire une fonction métier. On va traiter quelque chose de complet. Par exemple, un commit à 2 phases pour les bases de données, ou la gestion des objets en mémoire, un garbage collector, des choses comme ça. On va traiter globalement donc quelque chose qu'on va écrire avec un certain langage et que l'on va insérer ensuite dans le programme, c'est pas nécessairement d'ailleurs avec le même langage, par une opération que l'on appelle du tissage ou du weaving. Bon, le premier à avoir été implémenté, c'est AspectJ, donc
qui concernait donc Java. Et Aspect-J, donc un aspect Aspect-J, c'est un module logiciel qui définit un comportement et se diffuse en différents points d'une application et comporte plusieurs éléments, un nom unique d'identification, une expression de coupe, ce qu'on appelle le point code, qui permet d'identifier les points d'application où on va insérer, on va faire du weaving, et un ensemble de prescriptions donc qui précise ce qui doit être fait dans les différents points d'application de l'aspect. On peut donner l'exemple de Java. L'intercepteur Java permet de définir donc des traitements qui sont généralement donc transverses, ça correspond bien à cette programmation par aspect, qui sont exécutés lorsque certains événements vont survenir. Et leur rôle est similaire aux fonctionnalités donc, de la programmation par aspect. Alors, un point très important parmi les derniers que je vais présenter aujourd'hui, c'est d'abord la fameuse généricité. La généricité vers laquelle court le langage Go de Google aujourd'hui, ça consiste, la programmation générique, à définir des algorithmes, des techniques susceptibles d'intervenir sur des données de types différents. Mais c'est le même code. Une définition à laquelle on peut ajouter d'autres critères, des fonctions variadiques. Je reporte pour ça donc, au fonctionnel, des surcharges diverses. L'idée est que le code, pour des questions de clarté, doit être le plus éloigné possible des conditions de mise en œuvre. Et je l'avais dit, parmi les principales caractéristiques de l'évolution de l'objet aujourd'hui, on trouve celle-là. On dit alors qu'il est générique. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est d'augmenter le niveau d'abstraction du codage pour les langages statiques essentiellement, en écrivant des programmes identiques pour traiter des données qui structurellement ne sont pas les mêmes. Toujours la même idée, d'essayer de faire, on va dire, du générique, du plus éloigné possible des conditions d'usage. Dans une classe, avec la généricité, le type devient un paramètre. Et c'est le compilateur qui va s'assurer de la cohérence du type utilisé dans le générique, dans la classe. Résultat, on ne code qu'une seule fois un algorithme et on n'a pas à supporter de transtypage donc explicite. Au fond, si vous voulez, même si c'est un tout petit peu limite, c'est une forme de polymorphisme qui est appliqué donc au type. Et vous avez mis ici un petit exemple applicable donc en C++. Alors, vous voyez sur cette présentation qui est ici, sur ce schéma qui est là, il y a énormément de langages aujourd'hui qui utilisent des génériques. Alors, beaucoup de formes de programmation, non seulement des langages orientés objets, mais aussi des langages impératifs comme le C. Vous voyez, il n'est pas limité à un seul langage. C'est vrai qu'au départ, c'était Ada de Jean Libia qui avait introduit cette idée-là donc en 1983. Le concept a été popularisé après, c'était avec C++ et les fameux templates, donc les modèles qui ont été utilisés. Et puis cette généricité, ensuite, elle s'est répandue. Elle s'est répandue dans .NET, avec VBNet, C#, dans Java 5. Ouais, ça remonte loin, puisqu'on en est aujourd'hui au JDK 14, donc ça remonte quand même très loin. Et amélioré aussi après par Java 7, avec la fameuse syntaxe en losange. En fait, c'est la gestion du paramétrage, et ça permet d'écrire du code sans se préoccuper du type des données impactées. Alors c'est donc C++ qui aura donc poussé, on va dire, l'objet, les cas de dire, le plus loin, avec les templates. Donc, ce sont des modèles génériques qui permettent de fabriquer automatiquement des fonctions et des classes donc à partir d'un certain nombre de paramètres qu'on va appeler la spécialisation et qui aboutissent, on va dire, à un code particulier adapté à un type donné à partir du modèle générique. Ça, c'est d'une puissance redoutable. Redoutable, je pense que parmi les grandes évolutions qu'on a constatées dans le langage objet de ces quelques années, c'est vraiment la généricité. Et c'est d'ailleurs, ça explique pourquoi Go est en train de l'introduire et que les gens ont la langue qui pend tellement ils attendent donc, cette évolution. Aujourd'hui, on le voit pratiquement sur cette partie qui est à droite, là, de très nombreux langages donc, disposent ou prévoient d'implémenter ce concept. Vous voyez, Ada, Delphi, le langage D, le langage Eiffel de Bertrand Meyer, C#, bien sûr Kotlin, le langage de JetBrains, qui est donc maintenant promu par Google pour le développement sur les mobiles, Célon, Python, etc. C'est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'avant de rentrer dans un langage, il faut bien comprendre ce que c'est que la généricité. Et donc là, je parle aux responsables et aux enseignants dans les cégeps, les instituts de programmation donc en Europe ou les universités. Commençons par apprendre les fondamentaux. C'est le solfège de la musique. Il paraît qu'on peut faire de la musique sans solfège.
je ne suis pas d'accord, mais bon, il paraît que je suis une génération dépassée par beaucoup de choses. Bien. Les fonctions anonymes, maintenant, voilà encore une idée intéressante. Une fonction anonyme, c'est une fonction qui n'a pas de nom. Le code s'écrit directement à la place du nom. Et les expressions lambda que vous trouverez également parmi les grandes nouveautés donc, du moment, vous trouvez ça dans Python, vous trouvez ça dans Java, ça permet d'encapsuler un traitement que l'on pourra passer en paramètre dans d'autres traitements. Une expression lambda peut être perçue au fond comme une sorte de représentation concise d'une fonction anonyme qui peut être transmise. Elle n'a pas de nom, mais elle a par contre une liste de paramètres, elle a un corps, un type de retour et peut-être aussi une liste d'exceptions. Alors, elle est transmissible, l'expression lambda peut être passée en argument à une méthode ou stockée dans une variable, et elle est concise. Il y a beaucoup moins de code à écrire. Donc, les fonctions anonymes. Et puis, d'autres techniques. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de tout, si vous voulez, on pourrait le faire. Mais là, pour ça, je vous reporte donc à nos écrits dans lemarceau.com, hein, où tout ça, c'est écrit en détail. Ce qu'on va appeler une clausure ou une fermeture, c'est une fonction qui accède à des variables qui se situent en dehors de son contexte, qu'on appelle le scope. Par exemple, c'est le cas lorsqu'on intègre une fonction A dans une fonction B et que la fonction A accède aux variables de B. On dit que la fonction est accompagnée de son environnement lexical, constitué de l'ensemble des variables non locales qu'elle capture par valeur ou référence. C'est là d'ailleurs, on parlera d'effet de bord, hein, qui peut être difficile à maîtriser. Donc le clausure est utilisé dans beaucoup de langages aussi, dans PHP. Pourtant, PHP n'est pas considéré comme un langage, disons, de haut niveau, ce qui est, à mon avis, très péjoratif de dire ça. Dans Ruby également, dans JavaScript, vous avez ça dans CoffeeScript, qui est un transpiler donc JavaScript, du compilateur de code source à code source. Voilà, c'est donc, vous voyez, c'est une fonction qui est définie dans le corps d'une autre fonction et qui utilise des paramètres et des variables locales donc, de cette dernière. Bon. On parlera alors dans un domaine moins objet, dont je vous laisserai donc le soin de le regarder si ça vous intéresse. On pourra également parler de promesses, de NIO, qui sont des entressorties non bloquantes, de factorisation de code, mais là, on est un tout petit peu moins dans la problématique pure et dure donc, de l'objet. Et puis, je vais terminer par quelques références de technologies modernes donc de l'objet, par exemple. Donc, on va trouver des notions un peu particulières de traitement global ou séquentiel, tel qu'on va le trouver, par exemple, dans Célon, avec des objets qui sont dits itérables. C'est-à-dire qu'on va scruter un contenu, une liste ou un objet, et qui va produire un flot de valeurs. Dans Célon, il satisfait donc une interface qui s'appelle iterable, donc c'est une interface qui vraiment faire ça. C'est une manipulation globale, vous voyez, globale d'un objet qui est au fond, on peut le comparer un peu à une liste, un peu la même idée. La syntaxe en losange, c'est du sucre syntaxique. Sucre syntaxique, c'est quoi? Ça permet, en Java, entre autres, surtout, ça permet d'éviter la duplication du paramétrage dans le cas des génériques, lorsque le contexte le permettra. C'est une syntaxe qui permet de laisser le paramétrage vide, à charge pour le compilateur de le déduire de son contexte. Je vous ai dit, c'est du sucre syntaxique. Il faut comprendre, encore une fois, de quoi nous parlons. Ce que l'on appelle l'évaluation paresseuse également. Ça, c'est qu'on va trouver dans F#, par exemple, ou dans Python. Remarquable Python, hein, vraiment. Ou évaluation retardée, dans laquelle l'évaluation d'un paramètre, une propriété par exemple, ne se fait pas tant que les résultats de cette évaluation ne sont pas réellement indispensables. Bien. Et enfin, les fameux traits ou traces que vous allez trouver dans Scala, dans Rust qui monte en puissance aujourd'hui, PHP, vous voyez, dans Java ou dans Haskell, ce sont, attention, très importants actuellement. Ça, c'est très, très important. Ce sont des sous-classes abstraites qui contiennent des méthodes concrètes que l'on peut ajouter à une classe pour étendre ses fonctionnalités. Donc, ça ressemble un petit peu de la programmation par aspect ou à des interfaces. Donc, ça permet d'encapsuler un ensemble cohérent de méthodes pour le réimplanter ailleurs. Vous voyez, c'est une manière, au fond, de faire une espèce d'héritage multiple ou d'extension, multiple. Ça ressemble également, on pourrait parler donc d'une composition. Un trait est donc généralement constitué d'une méthode abstraite qui fait le lien avec la classe à laquelle il s'applique et différentes méthodes additionnelles. Bon.
Dans ce dessin que vous avez ici à gauche, vous avez encore d'autres indications. Alors, je n'ai pas parlé des annotations, voilà. Mais vous avez quand même un ensemble de choses. Alors, ma recommandation, si vous voulez, puisque on va se quitter maintenant, puisque l'heure est arrivée, ma recommandation, après vous avoir dit que vous trouverez sur notre site internet à partir du 4 septembre, puisque nous reprenons le côté hebdomadaire de nos webinaires à partir du 4 septembre, toutes les semaines, vous trouverez donc ici cette liste qui est ici. On commencera le 4 septembre avec la fin donc, des mots de passe. Vous trouverez ça sur notre site internet www.lemarçon.com. Alors, ce que je voulais donc dire en matière de recommandation, c'est un bien grand mot, hein, recommandation, c'est qu'en matière de formation, il faut commencer par les bases. Quand on construit une maison, je suis désolé, mais on commence par construire les fondations. On ne commence pas par le deuxième étage, sinon on va avoir quelques soucis. Vous voyez, donc, la programmation, c'est un peu ça. Je crois que la programmation objet, les concepts objets ne sont pas très compliqués. Je vous en ai donné un certain nombre. Vous voyez, le losange, le problème du diamant, le problème de l'interface multiple, l'héritage multiple, l'ingénierie, tout ça, il faut se mettre la tête entre les mains, bien comprendre de quoi il s'agit, et après seulement, on va s'intéresser à un langage plutôt qu'à un autre. De manière à ce que, eh bien, quand votre langage ensuite va évoluer, vous dites, ah ben oui, c'est vrai, c'est intéressant, je sais ce que c'est. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et je trouve ça assez dommage. Bon, j'espère qu'avec beaucoup d'horreur que j'ai dit, je ne vous ai pas trop dégoûté. Enfin, je vous ai intéressé en tout cas à ce milieu du développement qui, encore une fois, est le mien et que je pratique depuis bien longtemps maintenant. Et j'ai vu de tout, hein, de tout. Encore une fois, les développeurs, c'est quand même une race de personnes, enfin une race, une catégorie, on va dire, de personnes qui est quand même un peu particulier, mais croyez-le bien, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Je vous remercie de votre attention.